Bienvenue de retour sur le plateau de Smart Tech pour cette deuxième partie de l'émission. C'est notre grand rendez-vous avec le monde du libre. Rendez-vous régulier assuré par Jean-Paul Smets. Merci beaucoup Jean-Paul, PDG de RapidSpace. Et aujourd'hui, tu es venu Jean-Paul avec François Tournesac, qui est le cofondateur de Impléon, impliqué dans un projet dont on va parler, Wooden Data Center, un projet donc de data center en bois comme le titre de cette séquence l'indique. Bienvenue sur ce plateau. On va commencer avec des actualités du monde du libre et Jean-Paul, et ensuite on s'intéressera à votre projet. Alors Jean-Paul, deux grandes actus. Donc la première, qui contracte, j'ai envie de dire, le monde du libre, c'est l'arrivée de nouveaux textes, de lois, des règlements qui instituent des mécanismes qui vont pénaliser directement les logiciels libres en Europe. Et l'autre, la seconde plus positive, eh bien, c'est ton voyage à Prague qui t'a permis de découvrir ces initiatives dans le libre du côté des matériels durables. On va commencer donc avec cette accumulation de lois qui vont contre, tu nous dis, le logiciel libre, en tout cas largement compliquer la vie de cet écosystème. Qu'est-ce qui se passe là, Jean-Paul ? En fait, je ne comprends pas ce qui se passe, parce que quand on va à Prague, on voit des choses extraordinaires. Ouais. Il y a un foisonnement de création, et le libre, c'est des entreprises qui travaillent avec des entreprises et qui font qu'aujourd'hui, en fait, on a une autonomie numérique complète en Europe. C'est génial. Puis après, on rentre et on voit un texte de Thierry Breton qui a été validé par le Parlement le 9 mai 2023 sur la Parlement européen. Oui, les régulations de l'intelligence artificielle. Et que propose ce texte ? D'interdire la publication de certains logiciels libres. C'est-à-dire, l'article 28B dit que tout créateur d'un modèle de fondation pour l'intelligence artificielle, y compris fourni sous forme de logiciel libre, avant de le publier, doit se soumettre à une batterie de tests. Alors déjà, c'est bizarre, parce que les logiciels libres, on commence par les publier pour les développer ensemble. Ça se pose un premier gros problème. Et on ne va pas d'abord demander la permission de travailler ensemble. Et le résultat, on ne le connaît qu'après avoir travaillé ensemble. Mais là, on nous demande de prévoir le résultat d'un travail qui n'a pas été fait avant de publier le logiciel. Et il faut vérifier que ça protège la démocratie, qu'il n'y a pas de biais dans les informations, que ça ne va pas consommer trop de gaz à effet de serre, ni trop de matériaux, qu'on a des mécanismes d'assurance qualité pour tracer du début à la fin du développement du logiciel la conformité avec toutes les lois européennes, que c'est bien dans le registre européen de l'IA, que ça respecte les règles de transparence, que les textes qui en génèrent des textes ne vont pas contredire des lois en matière de copyright ou d'autres lois européennes. Donc en fait, on demande à l'auteur du logiciel qui ne l'a pas encore développé, en fait, de cocher toutes les cases des bonnes intentions. Bref, on lui demande de prouver l'impossible, ce qui coûte forcément très cher. Il n'est pas rémunéré. Donc moi, ce que je me dis, c'est une loi pareille avec des projets comme Euleteria, on en avait parlé il y a 2 ans. Euleteria, c'est le OpenAI européen libre. Ça ne peut plus exister. Et donc moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que c'est la première fois qu'en Europe, on adopte une telle position qui va à l'encontre, finalement, du développement de logiciels libres ? En fait, c'est ça qui est inquiétant. Si c'était la première fois, on pourrait se dire... il y a quelques personnes qui n'ont pas compris et on peut leur expliquer. Mais c'est la 4e fois, en fait. Au moins. Donc avant, on a eu le Cyber Resilience Act, qui en fait date de septembre 2022, dont on a parlé plus récemment. On a vu des articles de la fondation Python. Et que dit le Cyber Resilience Act ? C'est que si vous publiez un logiciel libre et que ce logiciel libre contient une faille de sécurité, vous pouvez avoir une amende de 15 millions d'euros. Alors plus précisément, si vous êtes une entreprise qui publie un logiciel libre, comme Bosch peut le faire, mais comme de nombreuses entreprises, EDF publie des logiciels libres sur lesquels ils ne gagnent rien, mais qui servent en fait à alimenter les communautés de recherche sur des questions de conception assistée par ordinateur. Donc vous le publiez, il y a une faille de sécurité, mais ce qui est le pire, c'est que vous le publiez, quelqu'un d'autre l'utilise, en fait un produit commercial, le produit commercial est commercialisé, des gens l'utilisent, il y a une faille de sécurité. Celui qui est responsable de la faille de sécurité, c'est pas celui qui a écrit le logiciel et qui n'a jamais été rémunéré. Non, pardon, c'est celui qui a écrit le logiciel et qui n'a jamais été rémunéré, et non pas celui qui l'a embarqué dans un produit commercial et qui est rémunéré. Et donc, c'est extrêmement injuste. Et la seule chose qu'on propose aux auteurs de logiciels libres, c'est de dire mettez-le dans une fondation. 90% des fondations sont américaines. Donc mettez-le quelque part qui va être soumis en fait au Foreign Intelligence Surveillance Act, aux lois extraterritoriales américaines. Donc là, c'est pas... Le résultat concret, c'est pas qu'on va plus faire Euleteria,
mais c'est qu'en fait, tous les logiciels libres européens venant d'entreprises qui étaient publiés directement, si ces entreprises veulent ne pas subir les conséquences du CRA, il faut qu'elles le transmettent dans des fondations, pour la plupart américaines. On perd alors de la souveraineté numérique. Et on a aussi en France des dispositifs équivalents. On a des choses du même genre, mais c'est pas fait exprès. C'est les conséquences de la façon dont ça a été fait. Donc, par exemple, au lieu de parler de biens publics numériques, qui est le concept de partage du logiciel libre validé par les Nations Unies, la France promeut les communs numériques. Oui. Et les communs numériques, c'est la gouvernance et pas la licence. Donc dans les communs numériques, il y a des choses qui ne sont pas libres. Mais dans les communs numériques, si c'est fait par une entreprise, c'est exclu. Et donc, quand on voit les premiers textes sur les communs numériques qui ont été publiés... Or, il y a des entreprises derrière les logiciels libres. Ben oui, c'est ce qu'on explique régulièrement dans Smartech. La majorité des logiciels libres en Europe, c'est fait par des petites entreprises. Oui. Mais donc, ils ne sont pas dans les communs numériques. Et donc, la France promeut quelque chose qui, c'est pas que ça les exclut. Dans les faits, ça les exclut. Mais en faisant la promotion d'un certain type de gouvernance, on exclut en fait la majorité de la création. Et si on va plus loin, si on regarde le Secnum Cloud, vous regardez qui est Secnum Cloud aujourd'hui, quelles sont les technologies au cœur des offres Secnum Cloud, elles sont toutes propriétaires et américaines. Pourtant, on a des technologies libres de cloud, je l'avais nommé OpenSVC, Vates, Linbit, on en a plein en Europe et elles sont utilisées par les GAFAM. Mais elles ne sont pas dans les offres Secnum Cloud parce que, donc j'ai demandé à Alain Garnier qui en Parce que quoi alors, oui. J'ai demandé à Alain Garnier ce qui arrive. Vous prenez un logiciel propriétaire. Tout ce que vous avez à faire, c'est signer un bout de papier, montrer le bout de papier à l'ANSSI. S'il y a ce qu'il faut dans le contrat, vous allez pouvoir passer la qualification. Mais si vous prenez du libre, on vous demande de vérifier chaque commit un par un pour s'assurer qu'il est conforme. Et comme la qualification, c'est chez vous et pas chez votre sous-traitant, si jamais vous sous-traitez, vous faites appel à la communauté, pour que la qualification vaille, il faudrait que vous demandiez à la communauté d'être elle-même qualifiée. Donc c'est tout un système qui fait que vous prenez un logiciel propriétaire, un bout de papier, vous prenez un logiciel libre, un processus infini, infaisable. Alors, quelles conséquences on peut imaginer justement à cette accumulation là, de contraintes, de nouvelles contraintes en Europe ? Vous mettez des lois qui coûtent très cher à mettre en œuvre et qui rapportent rien, en gros, les gens partent. C'est basique. Puis pour les créateurs, quand vous empêchez de créer, ils partent aussi. Ils vont se réfugier, c'est généralement des réfugiés politiques, on voit ça en Chine. Donc moi, le cas que je trouve le plus intéressant, c'est Yahoo Japan. Yahoo Japan, c'est le Google japonais. Yahoo Japan, c'est le moteur de recherche préféré des Japonais. Il n'est pas accessible en Europe. Pas parce que le gouvernement français ou l'Europe a censuré Yahoo Japan, mais parce que Yahoo Japan, pour ne pas avoir à payer les coûts qu'ils estiment très élevés du RGPD, parce qu'ils l'ont interprété de façon un peu perfectionniste à la lettre, comme peuvent faire les Japonais, mais ils ont tellement peur de ne pas le respecter qu'ils disent, pour quelques Japonais qui habitent en Europe, c'est plus simple, on bloque la Yahoo Japan, fini. Et donc, ça veut dire que si on veut faire du Yahoo Japan en Europe, il faut installer un VPN pour faire croire à son PC qu'on est au Japon. Donc ça ressemble vraiment à ce que je fais quand je vais en Chine, où je dois installer un VPN pour continuer à utiliser Google en Chine. Moi, ça me fait penser aussi à Google qui nous annonce que Bard ne sera pas disponible en Europe pour des raisons aussi de contraintes réglementaires, en tout cas pour l'instant. Est-ce que ça veut dire par exemple que GitHub pourrait quitter l'Europe ? Alors on n'en est pas là, mais c'est un risque possible parce que ce qu'il faut voir, c'est que le type de loi qu'on est en train de faire passer en Europe, c'est exactement le même genre que ce qu'il y a eu en Chine il y a 10 ans. En Chine, c'est au nom de l'intérêt du peuple, c'est-à-dire du Parti communiste. En Europe, c'est au nom de l'intérêt de la démocratie, de l'information fiable et toute une série de choses, et souvent aussi de la protection des ayants droit. En fait, la protection des ayants droit conduit aux attaques les plus violentes sur les services en ligne. Donc les raisons ne sont pas les mêmes, mais les faits elles-mêmes. Et donc il suffit de regarder ce qui se passe en Chine. En Chine, il n'y a pas GitHub. Il y a des services équivalents et dedans, il y a beaucoup moins de choses. Donc on aura des équivalents avec beaucoup moins de choses. Il y a peu d'opérateurs de cloud en Chine. 3. Mais les équipes de l'opérateur ont accès à GitHub officiellement parce que dans les réseaux des centres de R&D des opérateurs de cloud chinois, la loi chinoise ne s'applique pas, puisqu'il faut quand même donner l'accès aux technologies étrangères. Elle ne s'applique qu'aux PME. Donc en fait, ça conduit à un monde où vous êtes petit, vous êtes censuré, vous êtes gros, vous ne l'êtes pas.
Et quand les gens en ont marre, ils partent. C'est pour ça que nous, par exemple... Mais alors, ils vont partir où ? Ils vont partir où, ces créateurs de logiciels libres ? Ils allaient aux États-Unis ou en Europe. Nous, on a des développeurs chinois qui sont venus comme ça en Europe. Mais je ne sais pas trop où on va pouvoir aller maintenant parce que il y a de plus en plus de lois de ce type dans de plus en plus de pays. Moi, ce que je peux voir, le meilleur prédicteur, c'est la Chine. Donc, il faut se préparer à avoir des VPN. Ouais. Ça, c'est sûr, parce que ça va devenir invivable en termes de blocage de services ici. Et puis, il faut commencer à essayer d'identifier des pays qui protègent la liberté de créer des logiciels libres. Bon, après, on peut aussi agir encore sur ces textes, qui ne sont pas totalement validés et finalisés. Allez, on passe à l'actualité positive, Jean-Paul. Oui. Conférence, donc, Open Compute à Prague. Génial, vous êtes revenu super enthousiaste sur toutes ces initiatives du monde du libre autour de la réduction de la consommation d'énergie. Et notre invité, François Tournesac, va pouvoir nous en parler. Oui, Jean-Paul ? Pourquoi c'est génial ? Parce que je suis allé à celle aux États-Unis, à San José, et à celle à Prague. Oui. Aux États-Unis, c'était ennuyeux. Il y avait pas de feeling. Il y avait que des ventes de produits. Enfin, c'était qui avait le plus de gigabits dans son switch ou son serveur, des choses comme ça. À Prague, c'était un déluge de création, toute orientée dans le sens de réduire l'énergie, réduire la matière, réduire la consommation. Il y avait quelque chose de fantastique. On voyait les valeurs européennes. Alors François, vous allez nous parler de ce projet de data center en bois, Wooden Data Center. Comment est-ce qu'on peut construire un data center en bois ? Moi, dès que Jean-Paul m'a parlé de ce projet, ça m'a fait penser à l'incendie chez OVH. Je me suis dit, vous êtes sûr que c'est une bonne idée ? Alors l'incendie chez OVH, on va en parler, c'est intéressant parce que c'est un peu comme la cathédrale de Paris. En fait, quand il y a un incendie, il y a surtout les matériaux métalliques qui vont fondre en premier. Ouais. Et finalement, c'est eux qui vont être les plus sensibles à cette chaleur qui va se dégager aux environs de 1000 degrés, quoi. C'est assez faramineux. Et le bois, finalement, s'il est bien structuré, et il y a des innovations dans ce sens-là, il va être plus solide. Donc le feu, oui. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand il y a un incendie dans un data center, de toute façon, on ne va pas s'attendre à retrouver forcément tout d'une façon identique, c'est évident. Maintenant, il existe quand même des systèmes de protection qui sont très très intenses. OVH en avait, donc il a pu aussi bénéficier d'un certain nombre de restes. Il faut savoir qu'OVH, en fait, ce qui est intéressant dans ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont été chercher des anciens buildings. Pour mettre leur data center. Et là, on comprend leur stratégie, parce que finalement, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? C'est qu'ils vont chercher, d'une certaine manière, les capacités à réduire leur carbone. Alors, mais pourquoi le bois ? Est-ce qu'on n'a pas d'autres options si on veut bâtir un data center net carbone ? Alors le bois, finalement, c'est la partie négative du carbone. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand on met du béton armé, on va toujours avoir du positif. Et finalement, on va vers cette ascension qu'on nous a dit, que le carbone était en pleine croissance et que finalement, ces gaz à effet de serre allaient influencer sur le climat, ce qui nous fait évidemment assez peur. Oui. Donc aujourd'hui, on sait très bien que le béton, par exemple, fait une croissance de 150% finalement d'impact carbone sur les data centers, alors que si on le fait la même chose en bois, on va avoir un impact de moins 20%. Et je pense que c'est négatif qu'on va chercher aujourd'hui dans le monde, parce qu'on va essayer de changer le paradigme. Alors après, il reste quand même les serveurs qu'on met à l'intérieur. Alors les serveurs, on ne va pas les faire en bois. Eh oui. Donc comment est-ce qu'on arrive à un bilan neutre pour ce data center ? Donc dans les data centers, on parle de PUE. Ouais. Donc c'est le mot. Et finalement, ce PUE, il a pris en compte l'ensemble des coûts carbone du fournisseur de data center. Et donc, on va s'intéresser à sa fabrication. De sa fabrication. Donc, c'est vraiment une vision personnelle, comment gérer au mieux, finalement, ma consommation carbone. Donc, je t'avais dit, OVH, par exemple, il a décidé de se mettre dans des data centers qui sont des anciennes usines, donc de façon à ne pas
investir dans un coefficient carbone positif. Donc, et là, sur ce projet, justement, vous avez travaillé aussi sur cette chaîne logistique, parce que là, vous allez bâtir des nouveaux data centers. Donc, on va bâtir des data centers. Donc, il va y avoir plusieurs impacts. D'abord, la fabrication va être locale. Donc, on va utiliser on va avoir moins de transport puisqu'on va utiliser des bois locaux. On va bénéficier de ces lamellés collés nouveaux qui permettent de construire des immeubles. On en voit un certain nombre fleurir en France. On a vu à Issy-les-Moulineaux récemment, un en béton, un en bois, et ils font 6, et puis ça va jusqu'à 30 étages, donc c'est assez impressionnant. Donc la nouveauté, c'est lamellés collés, croisés, qui vont faire la structure, et ensuite on va avoir finalement un accès au bois local, ce qui va nous permettre de construire partout dans le monde, localement, sans avoir des déplacements de bateaux, etc. Et si on regarde un peu plus précisément sur la partie du rack, puisque finalement, on peut aller dans le building, mais on peut aller dans le rack. Sur le rack, on va s'intéresser à, en fait, changer le paradigme des racks qui sont aujourd'hui en acier. Il faut se représenter que les racks en acier des data centers représentent aujourd'hui la même production que toutes les voitures en Allemagne. Donc c'est massif. Impressionnant. C'est massif. Et de ce fait-là, si on transforme toute cette production en bois, on va avoir un impact carbone qui va être gigantesque. Ouais. Et donc là, il y a vraiment un enjeu pour l'Europe, beaucoup plus important que pour les États-Unis, puisque finalement, et comme l'a dit Jean-Paul, finalement, on est dans une situation où les Européens ont plus d'innovation technologique au sein des data centers, puisque finalement, ils ont une pression au niveau du coût de l'énergie, parce que c'est le gaz, ça nous a impacté. Donc ça va créer des innovations et aussi une volonté très farouche de réduire notre consommation carbone, puisqu'on est déjà leader, mais on veut faire mieux que tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'un projet open source, matériel mais open source, ce qui veut dire que vous allez bâtir non pas juste un modèle de data center, mais un écosystème autour de ce projet. Tout à fait. Alors, je pense que l'Europe est un modèle, malheureusement, les lois ont l'air de peut-être arrêter, mais l'open source, c'était vraiment un modèle européen, c'est un modèle dans lequel on va pouvoir évoluer. Nous, on va travailler dans le projet Wooden Data Center, donc avec Karl, moi-même, sur une notion de plan, de spécification avec une certification et en fait on va aussi pouvoir faire du consulting de façon à pouvoir dire aux acteurs du marché comment faire comment s'approprier cette technologie qui peut faire des grands data centers, des data centers, ce qu'on appelle containers, puisqu'ils vont s'adapter un petit peu plus facilement. On voit ça dans le monde de la 5G, puisqu'on va se rapprocher de l'utilisateur. Et puis aussi les racks, qui, eux, vont fleurir, notamment avec les hyperscalers. On attend la nouvelle proposition potentielle, on n'en sait rien, mais de OVH, avec des wooden data centers en rack. Parce que finalement, ils ont fait beaucoup de choses, puisqu'ils ont vraiment tiré leur avantage et créé leur barrière d'entrée par rapport à l'énergie, à OVH. Donc, ils vont sans doute s'intéresser à cette partie-là. On posera la question à Michel Paulin d'OVH Cloud. Merci beaucoup. François Toursac de Wooden Data Center. Merci Jean-Paul Smets à nouveau, PDG de Rapid Space. On termine avec notre regard sur où va le web.